Donc, on a vu, juste à titre de rappel, on a déjà vu le processus de planification. Aujourd'hui, on va entamer le processus d'organisation. Monsieur, on ne vous entend pas bien. Donc, j'ai dit qu'on a déjà vu la séance précédente, le premier processus de management, à savoir le processus de planification. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le processus d'organisation. Ici, on a un peu de temps, je vais introduire le processus de direction. Alors, l'organigramme. Et qu'est-ce qu'on entend par l'organigramme? Vous connaissez bien sûr les organigrammes des entreprises. En fait, c'est des structures, d'accord? Ces structures d'entreprise, c'est une représentation graphique de la structure de l'entreprise qui permet de visualiser la place de chaque fonction ainsi que les relations de travail qui existent entre ces fonctions. Alors, l'organigramme représente un cadre formel de fonctionnement d'une organisation. Donc, on va voir quelles sont les principales dimensions de la structure d'organisation. Alors, vous avez ici un organigramme, d'accord? Alors, en 1, vous avez les flux hiérarchiques. Voilà, vous avez tous ces traits qui lient entre les principales entités de l'organigramme. On les appelle flux hiérarchiques. D'accord? En 2, vous avez ici les niveaux hiérarchiques. Vous avez ici 4 niveaux hiérarchiques. N, ça commence. Le sommet hiérarchique est toujours désigné par N, N-1. Vous avez ici les directions fonctionnelles, N-2. Les directions, plutôt les responsables d'atelier, les directeurs d'atelier, ainsi que les directeurs de zone commerciale. D'accord? Jusqu'à N-3, vous avez les opérationnels. Donc, vous avez le commentaire ici. Donc, premièrement, les flux hiérarchiques, le nombre de niveaux hiérarchiques qui commence, donc le sommet est noté N. En 3, vous avez le mode de différenciation ou de division de travail. Ici, le premier mode de division de travail, c'est par fonction. On a ici 3 fonctions. Fonction production, fonction commerciale et fonction financière. Ici, vous avez un autre mode de différenciation. Vous avez plutôt 2 modes de différenciation par atelier. Vous avez le directeur d'atelier A, le directeur d'atelier B, et vous avez le mode de différenciation géographique pour les directeurs commerciaux. En 5, vous avez ce qu'on appelle les relations latérales ou horizontales. Alors, ce type de relation qui prend la forme de pointillés et non pas en traits continus. Donc, il n'y a pas de traits continus ici. Les traits continus représentent ce qu'on appelle les voies de subordination ou les voies hiérarchiques. Par contre, les traits en pointillés représentent des liens de collaboration, de soutien. Alors, ici, entre le directeur de l'atelier B et le directeur de la zone A, il y a des relations latérales, transversales, qui permettent une collaboration et une coordination sans passer par la hiérarchie. Donc, ce type de relation favorise la collaboration et la participation et décloisonne, c'est-à-dire enlève un petit peu les cloisons ou les barrières entre les services et les fonctions. En 6, vous avez ce qu'on appelle la surface de subordination. La surface de subordination, alors vous avez le directeur de l'atelier B qui a comme 8 personnes sous sa responsabilité. 8 personnes. Donc, la surface de subordination du directeur B est composée de 8 personnes, appelée également éventail de subordination, d'accord? Ou surface de contrôle. Donc, le nombre des collaborateurs représente, la surface de contrôle éventail de subordination représente le nombre de collaborateurs à chaque niveau de décision. Et ici, l'éventail de contrôle de l'atelier B est composé de 8. Alors, l'encadré 3.1 vous donne une petite idée, un aperçu des informations fournies par l'organigramme. Donc, l'organigramme vous donne une idée sur la division du travail, comment elle est. Ici, on a vu qu'il y a une division par fonction et par atelier et par zone. Les rapports d'encadrement, ce sont les traits
contenu qui relie entre les différents postes. Vous avez les voies de communication officielles qui représentent les métriques, ce qu'on appelle les flux hiérarchiques. Vous avez les groupements importants, c'est les postes. Donc, on a le poste personnel, le poste production, etc. Ce sont les principales directions fonctionnelles. Les échelons, on a 4 niveaux d'échelons. Alors, la coordination. D'accord, excusez-moi. Alors, la coordination. Donc, à titre de rappel, on définit l'organisation comme une division de travail et la mise en place de mécanismes de coordination. Donc, c'est bien de connaître les différents mécanismes de coordination. Alors, selon Misberg, la coordination peut être assurée. C'est-à-dire la coordination, c'est-à-dire comment ils travaillent les unités ou les personnes d'un organigramme, comment ils coordonnent, comment ils travaillent. En arabe, on appelle tsansir, كيفاش ينسقوا بعضياتهم, كيفاش يخدموا بعضياتهم, déjà. Alors, l'ajustement mutuel, donc il y a 5, selon Misberg, il y a 5 mécanismes de coordination. Premièrement, il y a l'ajustement mutuel, qui consiste à coordonner par simple communication informelle. Alors, pour mieux comprendre ces mécanismes de coordination, je vais vous donner un exemple. Alors, supposons que moi et 3 étudiants parmi vous, nous avons constitué une entreprise de e-commerce. Le premier mois, on a juste 10 commandes et notre organigramme, il est composé de cette manière. Vous avez un organigramme simple, hiérarchique, fonctionnel. Alors, vous avez le directeur général, c'est moi, et vous avez une étudiante, Hasna, et par exemple la responsable commerciale, Mohamed, comment il s'appelle, Mohamed Barz, comment Ben Aladdin plutôt, et Mohamed et Amin Allali. Donc, Amin Allali est le directeur logistique. Vous avez Aladdin, il est responsable commercial, et Wissal, il est comptable. Alors, la première semaine, nous avons reçu 10 commandes. Donc, comment on va s'organiser pour livrer ces 10 commandes? Donc, moi, en tant que responsable, je veux dire au responsable logistique d'organiser, d'accord, le planning de distribution et en même temps, de voir avec l'amana, puisque c'est l'amana qui va distribuer. La comptable, je vais lui demander, par exemple, ou là, on va se mettre d'accord pour que la comptable prépare des factures. Le responsable des achats, il va, par exemple, contacter les fournisseurs pour être livré à temps, etc. Donc, la façon comment on va travailler, c'est l'ajustement mutuel qui consiste à coordonner par simple communication informelle. Donc, d'accord? Donc, sans papier, sans écrit officiel. Maintenant, on a le 3e mois, on commence à avoir beaucoup de commandes. Donc, on reçoit jusqu'à 100 commandes par jour. Alors, c'est bien. Donc, est-ce qu'il faut recruter ou il faut qu'on continue à travailler à 4? Il faut recruter. Voilà. Combien on va recruter? Ça dépend, monsieur. Par exemple, le responsable de logistique qui va s'occuper de la distribution, tout ça, qui est le responsable même le responsable achat qui va prospecter les fournisseurs, aller chez les fournisseurs, etc. Donc, chacun va recruter 1 ou 2 personnes qui vont l'assister, qui vont l'aider, n'est-ce pas? Oui, monsieur. D'accord. Même la comptable va recruter une assistante. Moi, je vais recruter une secrétaire, etc. Donc, on va travailler à ce moment-là, on va passer du mode de l'ajustement mutuel à la supervision directe, qui se fait en ayant la responsabilité du travail des autres. Donc, vous avez par exemple le responsable distribution, il va dire à telle personne, par exemple à son assistant, voilà,
il faut ramener par exemple, ces produits à l'amana pour qu'ils soient livrés à telle date. Il va demander à l'autre, par exemple, de préparer le plan de distribution, et ainsi de suite. Donc, il va superviser le travail des autres. Alors, avec le temps, après une année, on commence à avoir 1000 commandes par jour ou jusqu'à 5000 commandes par jour. C'est énorme. Pour gérer ça, il faut recruter beaucoup de personnes. Au total, on va recruter plus que 200 personnes. Est-ce que vous pouvez superviser directement 200 personnes? Est-ce que vous pouvez contrôler directement 200 personnes? Non, monsieur. Non, monsieur. Donc, il faut passer à la standardisation des procédés. Donc, on va mettre en place des procédures. Massater, l'amal, des procédures avec un descriptif du poste et on va décrire quelles sont les tâches de chacun. Chacun, une fois recruté, il va être formé pour plutôt il va être formé sur comment réaliser ces tâches. Donc, on va mettre en place des procédures. Comme font les banques, vous avez le directeur de l'agence bancaire, on ne le voit même pas. Et vous avez les agents bancaires qui travaillent selon des procédures qu'ils connaissent très bien. Ils étaient formés pour ça. En même temps, ils doivent suivre les mêmes méthodes et les mêmes règles de travail. C'est ça ce qu'on appelle la standardisation des procédés, qui consiste à définir et à programmer le contenu du travail. C'est bon? Alors, maintenant, on ne veut plus travailler avec l'amana parce que ça nous prend beaucoup d'argent, parce que tous nos produits passent par l'amana et chaque livraison, le client paye 50 dirhams de plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va livrer nous-mêmes nos produits. Alors, pour ce faire, il nous faut un entrepôt. Il faut que quelqu'un connaisse bien comment se gère un entrepôt. Quelqu'un, par exemple, un spécialiste d'entreposage. En même temps, un spécialiste de distribution. D'accord? Pour distribuer. Alors, on va recruter un responsable logistique qui connaît mieux ce travail que nous. Donc, est-ce qu'on va lui demander comment travailler? Parce que lui, c'est un spécialiste dans le domaine. Et nous, on ne connaît rien dans la logistique, par exemple. Est-ce qu'on va lui demander comment travailler? Comment il va travailler? Mais non, Hein? elle est spécialiste. Voilà. On va se mettre d'accord avec lui sur les résultats à atteindre et les caractéristiques techniques et qualitatives des résultats escomptés. C'est bon, on va passer à la standardisation, on va coordonner par résultat. On va se mettre d'accord sur les résultats à atteindre. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Maintenant, on veut, par exemple, que quelqu'un parmi nous s'occupe parce que on n'était pas content du premier et du deuxième responsable logistique. On veut que quelqu'un parmi les membres de la société s'occupe de la logistique. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? On va le former. Il va suivre un cursus de formation en logistique. Et en même temps, on va lui demander au départ d'assister le responsable logistique pour qu'il soit formé à accomplir ce travail. Une fois qu'il soit formé, donc c'est lui qui va s'occuper de ce travail. Donc la standardisation des qualifications consiste à former ceux qui vont accomplir le travail. Est-ce clair? Oui, monsieur. Voilà, regardez ce que dit Misberg. Il existe une solution de continuité entre les 5 mécanismes de coordination à mesure que le travail d'organisation devient plus difficile. Les moyens de coordination employés de façon préférentielle semblent passer successivement de l'ajustement à la supervision directe, puis à la standardisation des procédés, à celle des résultats, à celle des qualifications et enfin retourner à l'ajustement mutuel dans les situations les plus complexes, comme vous voyez sur le schéma de la figure 3.6. On passe de l'ajustement mutuel à la supervision directe, de la supervision directe à la standardisation du travail, standardisation des procédés, des qualifications et des résultats. Et à la fin, on revient à l'ajustement mutuel en cas de quoi? En cas de situations complexes. Par exemple, avec le Covid, ce qui se passe dernièrement,
ben, il faut toujours coordonner, revenir à la gestion mutuelle entre associés. Il faut toujours discuter, d'accord, et communiquer d'une manière informelle pour résoudre les cas urgents. Maintenant, la décentralisation, on l'a déjà vu avec Slawan, d'accord? Slawan, c'est le premier à utiliser ce concept en management. Donc, la décentralisation, vous vous rappelez de Slawan et General Motors? Donc, la décentralisation consiste à déléguer une partie ou la totalité du pouvoir, des décisions, à des niveaux hiérarchiques soit inférieurs, alors à ce moment-là, on parle de décentralisation verticale, ou à des niveaux hiérarchiques similaires. Alors, à ce moment, on parle de décentralisation horizontale. Des questions? Pas de questions? Non, monsieur. D'accord. Alors, restez où? Alors, pourquoi maintenant les dirigeants délèguent? Ils sont parfois... C'est vrai que c'est très difficile de déléguer parce que les dirigeants ont peur qu'on empiète leur terrain de pouvoir. Alors, c'est pour ça, les dirigeants souvent refusent de déléguer. Mais ils sont contraints de déléguer pour 3 raisons. D'abord, leur limite cognitive. Ils peuvent, lorsque je parle de limite cognitive, c'est la limite des connaissances. C'est-à-dire que leurs connaissances sont limitées. Par exemple, le jour où vous allez, Inch'Allah, être un manager, supposons que, par exemple, vous êtes responsable d'un projet de high-tech, vous connaissez rien dans dans la technologie, vous êtes obligé d'être assisté ou de recruter un ingénieur spécialiste dans ce domaine du high-tech, d'accord? Ou dans l'électronique ou dans le nano, je sais pas, électronique ou n'importe. Alors, l'environnement dynamique, la délégation à des personnes près du terrain permet, comme il a dit déjà Slawan, ça permet de rapprocher la décision au terrain et ça permet en même temps de procéder à des adaptations rapides au changement de l'environnement. Et surtout, la délégation, c'est un moyen de responsabilisation et de motivation des collaborateurs. Donc, c'est le meilleur moyen pour responsabiliser et motiver le personnel. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, comment déléguer avec efficacité? La délégation, c'est un savoir. C'est un savoir-faire. Le jour où vous allez, Inch'Allah, être des dirigeants, vous seriez confronté à ce problème. Comment déléguer avec efficacité? Vous avez la réponse dans cet encadré. C'est pour ça que je vous recommande vivement de garder votre ouvrage. Le jour où vous allez, Inch'Allah, vous seriez censé de déléguer, il faut respecter ces 11 règles. Donc, choisir avec soin l'individu, définissez les responsabilités ou plutôt donner des mandats clairs, déterminer en collaboration avec la personne les objectifs et les normes de rendement, déterminer en collaboration avec cette personne un calendrier, c'est-à-dire un planning, donner à la personne les moyens d'agir et laissez-la intervenir de manière indépendante, faites-lui confiance, offrez-lui du soutien quant au rendement s'il a besoin de votre aide, donnez-lui votre opinion sur son travail. Et surtout, il faut souligner les progrès réalisés et lui prodiguer des encouragements. Apportez votre appui quand les choses se gâtent, quand les choses ne vont pas très bien. Il faut être là pour apporter votre assistance, votre appui. Et surtout, n'oubliez pas vos propres responsabilités en ce qui concerne les résultats. Vous êtes toujours le premier et le dernier responsable. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Alors, la formalisation. Qu'est-ce qu'on entend par la formalisation? Donc, ça vous rappelle quelque chose. La formalisation, ça a été introduit pour la première fois en management par Max Weber, la bureaucratie.
Alors, ce terme de formalisation fait référence à tout ce qui est désigné par écrit dans l'entreprise, comme la comptabilité, les rapports des commerciaux, des contrôleurs, les manuels de procédure, d'accord, etc. Donc, la formalisation, c'est un moyen qui permet de coordonner une activité ou l'activité de l'entreprise. Ça permet de spécifier par écrit le nombre des actions à mettre en œuvre et surtout à les réguler. Comment les réguler? Comment bien sûr résoudre les anomalies ou mettre en place des actions correctives en cas de problème. Alors, pourquoi la formalisation s'impose aux organisations? Parce que c'est un moyen de coordination. Vous ne pouvez pas coordonner si les choses ne sont pas formelles, ne sont pas, ici, il n'y a pas de traçabilité. C'est un outil de contrôle, par exemple comme la comptabilité, c'est un outil de contrôle des recettes, des dépenses, etc. Et c'est un moyen d'équité qui permet d'éviter l'arbitraire. Par exemple, vous voulez évaluer votre personnel. Si vous n'avez pas formalisé son rendement au cours de l'année, ça va être très difficile de se rappeler du rendement de votre personnel. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas être équitable. Même lorsque vous recrutez quelqu'un sans contrat, si un jour vous voulez changer, qui précise bien sûr un contrat qui précise ces tâches, ou si vous n'avez pas un manuel ou plutôt un descriptif du poste avec les tâches à effectuer qui sont bien précisées, ben, la personne, il peut bien sûr ne pas respecter ses tâches. Donc, en même temps, un gérant peut lui affecter des tâches qui ne sont pas de sa spécialité. Voilà. Et comme ça, c'est pour être plus équitable, éviter tout arbitraire, soit de la part du dirigeant ou même de l'exécutant. Alors, on passe maintenant à l'organisation des structures. Donc, comment on définit la structure? La structure représente un cadre stable d'une organisation qui désigne la répartition des tâches et les relations de coordination qui existent entre les différents niveaux hiérarchiques. Tout ça pour atteindre des objectifs déterminés, c'est-à-dire des objectifs élaborés lors de la phase de la planification. Alors, de cette définition que je viens de donner, 3 notions essentielles émergent. Alors, premièrement, le mode de répartition des tâches et des responsabilités. Deuxièmement, les niveaux de prise de décision, c'est-à-dire niveau stratégique, niveau tactique, niveau opérationnel, niveau d'exécution. Et enfin, les mécanismes de coordination dont on vient d'évoquer, c'est-à-dire les mécanismes de coordination qui existent entre les différents individus ou unités composant l'organisation. Alors, il existe différentes manières de construire les structures. Donc, on peut noter 5 principales: la structure linéaire ou hiérarchique, la structure fonctionnelle, la structure par division, la structure divisionnelle, et enfin, bien sûr, la structure mixte, staff and line, et la structure matricielle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une structure hiérarchique? Vous vous rappelez de Fayol, de l'école classique, Henri Fayol, et la fonction administrative. Qu'est-ce qu'il a parmi ces 14 principes? Il a dit qu'un subordonné ne reçoit d'ordre que d'un seul chef auquel il rend compte. C'est-à-dire que la structure hiérarchique implique qu'un subordonné ne reçoit d'ordre que d'un seul chef auquel il rend compte. Alors, ce type de structure hiérarchique, l'Haykala al-Haramiya, est généralement adopté par les administrations, les armées, les hôpitaux, les banques, etc. Même les PME. Alors, ce type de structure représente plusieurs avantages et en même temps, plusieurs inconvénients. Alors, premièrement, on va citer juste les principaux avantages et inconvénients. Premièrement, les avantages: simplicité et clarté de la répartition des responsabilités, des tâches et des compétences. On sait qui fait quoi. Rapidité des transmissions d'ordre et de décisions prises.
parce que il n'y a pas, généralement, il n'y a pas d'intermédiaire entre le responsable, le chef direct et ses subordonnés. Puisqu'on a dit un chef, d'accord, un subordonné ne reçoit d'ordre que d'un seul chef. Contrôle aisé, c'est le contrôle, il est très simple. S'il y a une erreur ou un dysfonctionnement, on peut facilement savoir d'où ça vient. Les inconvénients. Alors, ça reste une organisation autoritaire, peu de participation. Donc, il y a l'école bleue et l'école blanche. Donc, on est toujours dans la logique du taylorisme. Mauvaise circulation des communications, parce que il y a plusieurs niveaux hiérarchiques. Et ces niveaux constituent parfois des filtres qui risquent de transformer le contenu du message du haut de la hiérarchie vers, bien sûr, le bas de la hiérarchie. Alors, coordination et coloration difficile, c'est tout à fait normal. C'est une structure qui est purement hiérarchique. Vous avez ceux qui préparent le travail et ceux qui exécutent. Il n'y a pas de participation. Relation verticale filtrée. Vous ne pouvez pas avoir accès directement aux responsables hiérarchiques. Par exemple, au DG ou les grands responsables hiérarchiques, il faut toujours respecter la hiérarchie, passer par votre directeur direct ou responsable direct. En plus, il y a ce problème, c'est la surcharge de travail pour les cadres supérieurs. Puisque c'est une structure un petit peu participative, il y a ça génère une certaine passivité au travail et les gens ne travaillent qu'avec les instructions. Et donc, ce qui fait que parfois, le travail qui n'est pas réalisé, il est surmonté au niveau de la hiérarchie supérieure ou au niveau des cadres supérieurs. Alors, la structure hiérarchique peut prendre plusieurs formes. Donc, on notera 3 principales, la structure numérique, la structure géographique et enfin la structure par produit. Alors, la structure numérique ou d'abord, la structure numérique, c'est une structure où il n'y a pas de fonction, comme vous voyez sur la figure 3.7. D'accord? Donc, il n'y a pas de fonction ici spécialisée. Elle est composée uniquement d'effectifs répartis ici sur 4 niveaux hiérarchiques. Ça dépend de la nature de l'organisation. D'accord? Au total, ici, on a 125 personnes. D'accord? Avec 4 niveaux hiérarchiques. Alors, dans cette structure, chaque responsable hiérarchique est amené à déléguer une partie, comme ici. Le premier, il a délégué une partie de son travail à 5 personnes et les autres, la même chose, et ainsi de suite. D'accord? Cette structure, elle est souvent utilisée dans les chantiers, les ateliers, les armées. D'accord? Le point qu'il faut noter, il convient de noter que lorsque les effectifs grandissent, on va ajouter le nombre. Donc, on va ajouter le nombre des échelons. Pourquoi on va ajouter le nombre des échelons? Parce qu'on ne peut pas exercer un commandement efficace que sur un petit nombre de subordonnés. Généralement, les études ont montré ça de 4 à 5 maximum. Alors, la structure géographique, on peut avoir des structures géographiques par région ou par usine. Par exemple, par usine, vous avez au Maroc 2 usines de Renault, un à Mloussa et un à Casa. D'accord? Donc là, on peut avoir une structure géographique à Tanger. Vous avez Mloussa, Tanger, l'usine Renault, Mloussa, Tanger, et vous avez à Casa, une autre usine. Par région, si on prend le domaine bancaire, par exemple, le Tijali Wafa, il a plusieurs directions régionales. La direction régionale du Nord, qui est à Tanger, et ainsi de suite. Du Sud, qui est à Agadir, etc. Donc, en Est, bref. Donc, voilà.
Vous pouvez opter pour une structure géographique lorsque l'effectif augmente sur un espace large. Donc, il convient à ce moment d'adopter une structure géographique. D'accord? Lorsque l'effectif augmente sur un espace assez large. Donc, on peut opter pour une structure par zone géographique, par exemple. Alors, la structure par produit, certaines entreprises peuvent se structurer par, surtout celles qui adoptent la stratégie de diversification, le fait de produire plusieurs types de produits. Si on prend, par exemple, on peut prendre ici au Maroc, oui, une entreprise qui produit plusieurs types de produits, surtout dans l'alimentaire. Si on Monsieur, prend le groupe Diana, par exemple, oui, monsieur comme l'alimentation. oui, alimentaire. Si on prend le groupe Diana, vous connaissez le groupe Diana, non? L'ex-groupe Znebar. Il a plusieurs filiales. C'est l'ex-groupe Znebar. Oui, monsieur. Diana, qui a ABC Coca, qui a Atlas Packaging Atlantique, qui a le domaine pour la production des produits agricoles, fruits, légumes, surtout les fruits. Donc, il a des directions générales, c'est la direction du holding. Et en même temps, il a plusieurs entreprises. Chaque entreprise est spécialisée dans un produit. Les ABC, par exemple, Coca-Cola qui est spécialisé dans la production des boissons. Vous avez Atlas 10 qui est spécialisé dans la distribution, c'est-à-dire dans les services. Vous avez quoi encore? Vous avez Packaging Atlantique qui est spécialisé dans la production du packaging, c'est-à-dire du conditionnement de l'emballage, etc. Et chaque entreprise, c'est-à-dire par produit, c'est-à-dire chaque entreprise spécialisée dans la production d'un tel ou tel produit peut opter à elle-même, donc peut opter également à son tour, selon une structure géographique. D'accord? Si on prend par exemple ABC Coca-Cola. Il a deux structures, il a deux usines de production géographique, un à Oujda et un à Tanger. D'accord? Ou il peut opter pour une structure fonctionnelle comme Atlas Packaging qui a la direction, la direction financière, la direction production, la direction logistique, etc. Est-ce clair? Oui, c'est clair. D'accord. Maintenant, la structure fonctionnelle. Alors, la structure fonctionnelle, quand vous voyez regarder le schéma 3.11, cette structure repose sur le principe de spécialisation. Vous avez la direction production, direction commerciale, direction financière, direction du personnel. Donc, vous avez ici des directions spécialisées. Alors, dans la direction production, on regroupe les personnes ayant des compétences semblables en production, la même chose en direction commerciale, des personnes ayant des compétences semblables dans le domaine commercial. Mais le problème que nous avons ici, c'est que les deux directeurs d'usine A et de l'usine B sont sous l'effet de la subordination multiple. Ça veut dire quoi l'effet de la subordination multiple? C'est-à-dire ils reçoivent des instructions non seulement de la direction générale, mais de toutes les directions spécialisées. Donc, c'est un problème pour le directeur A et le directeur de l'usine A et le directeur de l'usine B. Donc, ils ont ce problème, ils sont insécurisés, ils sont dans une situation inconfortable. Par exemple, supposons le directeur commercial reçoit une commande urgente, il demande au directeur de l'usine, le directeur de l'usine, il ne peut pas lancer la production sans le plan de production fait par le directeur de production. Le directeur de production, il dit au directeur du commercial d'attendre, il faut minimum une semaine pour produire le produit, alors que l'autre, il le veut dans 2 jours. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, le directeur commercial propose au directeur de production de travailler en 2 shifts, un le jour et un la nuit.
Le directeur du personnel n'accepte pas. Il dit que normalement, il faut respecter la réglementation du travail. Sinon, il faut payer, il faut payer avec, comment dire, il faut donner des primes ou avec un salaire, comment dire, qui prend en considération le travail de nuit. Le directeur financier va dire, moi, je n'ai pas le budget pour payer le deuxième staff. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces directeurs à ce moment-là? Ils vont surmonter le problème à la direction générale. C'est clair? Donc, on ne dispose pas ici d'une vision globale. On a une vision égocentrique. Chaque directeur a une vision égocentrique, d'accord, des objectifs de l'entreprise. Et ceci génère ou engendre le problème des cheminées fonctionnelles. Alors, c'est quoi les cheminées fonctionnelles? Regardez ici, les cheminées fonctionnelles, c'est quoi? Se définit par le manque de communication et de coordination entre les unités fonctionnelles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les membres de ces unités? En raison de leur point de vue égocentrique, ils vont refuser de collaborer d'une manière efficace et ils font remonter les problèmes vers les niveaux hiérarchiques supérieurs, vers la direction, au lieu de les résoudre eux-mêmes, ce qui va engendrer de multiples dysfonctionnements, des anomalies au sein de la structure et un manque de performance de l'organisation. Voilà, ça le problème de cheminée fonctionnelle qu'engendre la subordination multiple. Maintenant, on va voir les avantages de ce type de structure. C'est vrai que la spécialisation, d'accord, renforce la compétence du personnel. Le fait d'être spécialisé, on devient très compétent et on gagne, on réalise à ce moment-là des économies internes au niveau du temps, au niveau de quoi encore, au niveau des coûts. Et en même temps, c'est une structure plate. Il y a peu de niveaux hiérarchiques. Il y a peu de niveaux hiérarchiques. Par contre, les inconvénients, on a plusieurs inconvénients. L'inconvénient majeur reste la subordination multiple qui implique des risques de conflit entre les spécialistes vus en raison de leur vision égocentrique. La structure de pouvoir est peu claire. Le directeur de l'usine A, est-ce qu'il doit suivre le directeur commercial? Il doit se soumettre aux instructions du directeur de production ou au directeur de personnel. Donc, ce n'est pas clair. L'exécutant a plusieurs chefs potentiels, donc ça le rend insécurisé et dans une situation inconfortable. Le manque de vision globale et les difficultés de coordination, c'est vrai que chacun a une vision égocentrique. Et enfin, tout ça, bien sûr, va générer ou va soulever le problème des cheminées fonctionnelles que je viens d'expliquer. Alors, la structure par division. La structure par division. Alors, le premier à mettre en place ce type de structure, ces structures divisionnelles, c'est Slaon. On a déjà donc développé la décentralisation de Slaon dans le cadre de l'école empirique. On a dit que Slaon, c'était l'ex-directeur de General Motors et pour bien sûr redresser la General Motors, il a opté pour la décentralisation qui consiste à déléguer, d'accord, à déléguer à des, comment dire, à déléguer le pouvoir aux personnes qui travaillent sur le terrain. Et pour ce faire, il a opté, il a scindé l'organisation en plusieurs divisions autonomes, agencées elles-mêmes en départements autonomes. Vous vous rappelez bien de ça. Alors, la structure par division est généralement adoptée par les organisations de grande taille, comme la General Motors, qui exercent des activités multiples. Donc ce qu'il faut retenir, vous ne pouvez pas opter pour cette structure si vous produisez un seul produit ou dans un petit site. Et si vous ne couvrez pas une zone géographique large. D'accord? Bref. Alors, généralement, ce sont les entreprises de grande taille qui optent pour ce type de structure et qui éprouvent de la difficulté à organiser leurs activités en ne tenant compte que des fonctions à accomplir, c'est-à-dire la fonction production, la fonction commerciale, la fonction logistique, la fonction qualité, la fonction comptabilité, etc. C'est pourquoi ce type d'entreprise établissent des structures divisionnelles
D'accord? On parle également de départementalisation ou de structure divisionnelle. Donc, ce principe consiste à décomposer l'entreprise en divisions autonomes possédant chacune des fonctions principales. Alors, on va voir, au lieu d'avoir une seule entreprise centralisée avec des directions fonctionnelles centralisées, donc on va diviser l'entreprise en divisions ou départements autonomes et chaque division ou département va avoir son propre staff de direction fonctionnelle, c'est-à-dire les directions fonctionnelles propres à cette division. Donc, chaque division va avoir son propre directeur de production, son propre directeur commercial, son propre directeur financier, son propre directeur de ressources humaines, etc. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce type de division, normalement, se fait selon des critères soit géographiques ou en fonction du type ou les besoins de clients, selon le type de clientèle, ou par exemple, selon la nature même du produit, ou le procédé ou les processus de fabrication. Alors, pour comprendre ceci, regardez ces 4 structures divisionnelles. Alors, la première, c'est une structure divisionnelle qui prend en considération l'aspect géographique. Alors, on a ici 2 divisions géographiques. Une, c'est la division d'Afrique. Si on prend par exemple le cas de Yazaki, le géant du câblage de l'automobile japonais installé à Tanger, dont la direction générale de la division d'Afrique, c'est à Tanger, sachant qu'il a plusieurs sites au Maroc et même un autre site en Tunisie et qui est géré par la direction générale de Tanger, même en Tunisie. Donc ça, c'est la division Afrique. Et vous avez une autre division en Europe, comme le site de l'Espagne, du Portugal et dans d'autres pays. Alors, voilà, on a dit, c'est l'exemple d'une entreprise multinationale structurée par division géographique. Vous pouvez avoir l'exemple d'une entreprise de haute technologie structurée par division selon la gamme de produits. Si on prend le cas de Samsung, je peux avoir les produits électroménagers, les produits télécoms. On peut ajouter encore d'autres types de produits, les produits électroniques, etc. Et chaque division a son propre directeur général et a ses propres directions fonctionnelles. Vous avez également une autre structure divisionnelle, mais cette fois, selon le genre de client. Par exemple, dans le domaine de l'assurance, vous pouvez avoir 2 directions. Une direction qui s'occupe de l'assurance particulier, grand public, et une direction qui s'occupe de l'assurance aux entreprises. Sachant que l'assurance aux entreprises ou les contrats d'assurance entreprise diffèrent des contrats ou des polices proposés au grand public. C'est le cas également pour les banques. Les banques, parfois, pouvaient avoir une direction pour les grands comptes, ce qu'on appelle le centre d'affaires. La plupart des banques, ils ont un centre d'affaires. Vous pouvez avoir la banque réseau pour le grand public et les petites et moyennes entreprises. Et vous pouvez avoir la banque offshore installée dans les zones de offshore, comme TFZ ici. Vous avez, par exemple, Tijari Wafa, Banque Populaire, la BMCI, la BMCE. Ils ont une banque indépendante des autres banques avec son propre directeur général et son staff. Et d'ailleurs, les opérations sont totalement différentes. Ils travaillent qu'avec la devise et ils parlent l'anglais. Obligés, ils traitent la plupart de leurs documents et de leurs transactions sont en anglais parce qu'ils travaillent avec les entreprises offshore. Vous avez un autre exemple d'une structure divisionnelle, mais cette fois, selon le processus ou les activités intégrées au processus de production. Par exemple, une entreprise de logistique, il peut avoir 2 divisions ou 2 directions. La direction entreposage qui gère l'entrepôt, on stocke la marchandise et après on l'éclate, on distribue. Et vous avez la direction
transport qui s'occupe de la gestion du parc de transport. Il s'agit de 2 métiers différents, mais qui se complètent dans le même processus de production. Voilà ce qu'on appelle la structure divisionnelle. Les avantages de ce type de structure, c'est une structure qui est opérationnellement souple dans un environnement dynamique. L'expertise peut être concentrée sur des régions, comme on l'a dit, des clients, des produits particuliers, etc. Il y a la facilité de modification de la taille. Vous pouvez enlever une division, ajouter une autre division. Ça ne déséquilibre pas toute l'organisation. Les inconvénients. Les inconvénients, il y a cette tendance à privilégier les objectifs et les besoins propres aux divisions au détriment de l'intérêt général. C'est-à-dire chaque responsable d'une division va favoriser ses propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Vous avez la surcharge du sommet de la structure qui doit normalement contrôler et suivre toutes les divisions. Vous avez l'augmentation des coûts à cause des dédoublements des efforts et des ressources. Si par exemple, on a un programme de formation et avec un budget de formation, un en Afrique et un en Asie, et les deux ne parlent pas la même langue, on est obligé de faire la formation en 2 langues, en anglais et en français ou en arabe. Donc, ça va bien sûr augmenter le coût de la formation, la même chose pour la publicité, la même chose pour l'éco-logistique, la même chose pour l'équipement, etc. La lenteur des réactions structurées, c'est une structure lourde. La structure divisionnelle, c'est une structure lourde parce qu'il faut gérer plusieurs divisions. Les risques de rivalité entre les divisions. Donc, vous pouvez avoir ce risque de rivalité entre les responsables et même les divisions pour s'emparer plus de ressources, de personnel compétent ou même de l'attention de la direction. Est-ce clair tout ça? Oui, c'est clair. Oui, oui, monsieur. D'accord. On passe à la structure staff and line. Staff and line. Monsieur, Oui, monsieur, la structure oui, staff and Sarah. line. Monsieur, la structure mixte. C'est la Oui, structure hiérarchico-fonctionnelle. C'est la même. oui, mademoiselle, oui, c'est la même chose. Ouais, d'accord. Alors, c'est une structure, comment dire, ce qu'on appelle Heikal al-Muzawija, staff and line. D'accord. C'est la combinaison entre les deux. Voilà, entre le line et le staff. Alors, vous avez ici une ligne de décision et une ligne de conseil, comme vous voyez sur le schéma suivant. Regardez ce schéma. Voilà. Regardez ici. Vous avez vous avez le directeur général, les directeurs du produit B, A et C constituent ce qu'on appelle le line. Et les personnes qui travaillent, c'est des linemen. Et c'est les vrais décideurs. C'est eux qui prennent les décisions. D'accord? Et vous avez ici le staff, le niveau de staff composé des directions fonctionnelles, unités, ce qu'on appelle également unité d'état-major. La différence entre la structure fonctionnelle et la structure staff and line, c'est que les directeurs fonctionnels dans la structure fonctionnelle avaient du pouvoir. Donc, ils pouvaient normalement influencer d'une manière directe leurs subordonnés, c'est-à-dire les directeurs d'usine. Ici, non. Les liens sont des liens de soutien et de conseil. C'est juste pour éviter le problème de subordination multiple. Donc, pour éviter que le directeur général adjoint du produit B et plusieurs directeurs se retrouvent dans le problème de subordination multiple et dans une situation inconfortable, on a limité le travail des directeurs fonctionnels au conseil, à l'assistance, au soutien, aux préparations des dossiers, à l'étude des projets, etc. Mais ils ne prennent pas de décision. Ils préparent la décision. Il y a une différence entre préparation de la décision et prise de décision. Et ces directeurs de produits ou d'usines, ils sont directement liés à la direction générale. Comme ça, on évite le problème de cheminée fonctionnelle et de subordination multiple. Est-ce clair? Oui, monsieur. D'accord. Même le directeur
du produit B, il peut opter à lui également, à son tour, il peut opter pour une structure staff and line. On a ici deux niveaux de structure de staff and line. On a un niveau de staff au niveau de la direction générale. Et on a un niveau de staff pour le produit B. D'accord? Parce que le directeur général adjoint du produit B, il a sous sa responsabilité 3 directeurs d'usine, A, B et C. Et pour éviter le problème de cheminée fonctionnelle et de quoi encore de subordination multiple, il peut opter pour une structure staff and line. Donc, quand vous voyez ici, vous avez les voies de soutien de conseil en pointillé et les voies de subordination. Alors, quels sont les avantages de ce type de structure? Les organes opérationnels, ils sont déchargés de la préparation de décisions, c'est-à-dire les directeurs d'usine, les directeurs de produits et les directions générales ne préparent pas de décision, ne fait pas des études, ne prépare pas les projets. Donc, tout ça est préparé et fait par le staff, par l'état-major. En plus, il y a un échange enrichissant entre les opérationnels et les fonctionnels qui constituent l'état-major ou le staff de l'entreprise. Les inconvénients, il y a un conflit ou des conflits potentiels entre les fonctionnels et les opérationnels. Quand? C'est-à-dire entre l'état-major et les opérationnels. Quand l'état-major ou les fonctionnels préparent un travail et les opérationnels ne prennent pas ça en considération. Donc, ça peut susciter un conflit. L'état-major décide parfois sans responsabilité. Alors, on demande, lorsque je dis décide, c'est prépare la décision. On demande à l'état-major de préparer la décision alors qu'ils ne sont pas responsables de cette décision. Donc, ça, c'est un inconvénient. La tendance à la multiplication des commissions. Par exemple, chaque fois, lorsqu'on va travailler sur un nouveau projet, on va mettre en place plusieurs commissions et ça s'alourdit les commissions parce que la plupart des responsables fonctionnels, ce qu'on appelle l'état-major ou les staffs, travaillent en commission. Et ça va bien sûr renforcer la rigidité et la lourdeur de l'organisation. Alors, tendance des états-majors à former une hiérarchie parallèle. Ça veut dire quoi? Moi, en tant que directeur financier, c'est moi qui prépare le budget. Donc, automatiquement, je peux avoir une influence, même s'il est une influence directe sur les autres directeurs, même si la relation qui me lie avec ces directeurs, c'est une relation d'assistance. Mais ils savent que c'est moi qui prépare le budget. Donc, ils vont bien sûr écouter, bien sûr, et prendre en considération mes instructions, même mes conseils, ils vont les prendre comme des décisions. La même chose pour les directeurs du personnel. C'est moi qui fais l'évaluation et qui fais la promotion du personnel. Donc, automatiquement, même mes relations prennent la forme de soutien et d'assistance. Ils peuvent être considérés comme, comme mes conseils ou mes instructions peuvent être considérées comme des ordres parce que c'est ma fonction qui peut influencer ce type de relation et le transformer en relation de subordination. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, on va aborder ensemble la structure matricielle. La structure matricielle consiste à croiser deux structures que nous avons déjà vues. Donc la structure matricielle en arabe, on l'appelle Haykala al-Masfoufa. Staff and line, on l'appelle Haykala al-Muzdawija. Alors, cette structure consiste à croiser la structure par fonction, d'accord, qui favorise la spécialisation, la Haykala al-Wadhifiyya, qui favorise la spécialisation, et la structure par division, qui favorise la diversification et l'adaptation au marché, comme on a vu avec Slawan et comme on a vu tout à l'heure. Alors, ici, il s'agit de combiner les avantages de chaque démarche, d'accord? Et en diminuant, bien sûr, le plus possible les inconvénients des deux.
Cette structure matricielle est souvent adoptée par des entreprises de grande taille. Donc, c'est une structure un petit peu transversale, décloisonnée, qui favorise la participation. Généralement, il est adopté par les grandes entreprises qui opèrent dans un contexte et un environnement complexe et dynamique. Comme par exemple les entreprises qui travaillent dans le high-tech, qui travaillent souvent avec des projets et chaque fois ils nomment un nouveau projet, un nouveau chef de projet. Généralement, ce type de structure est adopté pour résoudre des problèmes ponctuels comme des projets, d'accord, ou des programmes, etc. Alors, la conception de la structure matricielle repose sur certains principes. Il faut les respecter pour réussir ce type de structure. D'abord, pour rappeler ces principes, donc je vous invite à voir d'abord la structure. Voilà, vous avez un exemple de structure matricielle. Vous avez les directeurs fonctionnels en colonne, d'accord? Direction commerciale, direction financière, direction production et direction personnelle. C'est en colonne. Et en ligne, vous avez les responsables de division. Ici, on a les chefs de projet. Qu'on pouvait avoir la division du Nord, la division du Sud, la division de l'Est, etc. Vous pouvez avoir des directeurs d'usine directement. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, les principes. Donc, il y a un équilibre. Il faut assurer un équilibre de pouvoir entre les responsables de division, ici, c'est les chefs de projet, et les responsables fonctionnels, de fonction, à savoir la direction commerciale, la direction financière, la direction de production, les directeurs du personnel. C'est bon? Voilà. Il faut qu'il n'y a pas de responsable hiérarchique ici. On travaille par compétence. Moi, je suis responsable de tout ce qui est commercial. Le directeur financier, il est responsable de tout ce qui est financier. Le directeur de production, il est responsable de tout ce qui est production. Le chef de projet, il est responsable de tout ce qui est technique en rapport avec le projet. Donc, et on est censé de travailler ensemble pour réussir notre projet. Si le projet ne réussit pas, on est tous responsables. Donc, on est obligé de coordonner et de travailler ensemble. Donc, il n'y a pas de barrière ici. Il n'y a pas de barrière entre les, comme on appelle, les directeurs fonctionnels. Il n'y a pas, donc, les directeurs fonctionnels sont obligés de développer une vision commune et non pas égocentrique comme c'était le cas dans la structure fonctionnelle. Et dans ce type de structure, là, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a la hiérarchie. La hiérarchie ne primant jamais sur la qualification. Donc, la hiérarchie ne prime pas dans la prise de décision. Donc, généralement, les gens s'imposent par leurs compétences, par leur expertise et en même temps par leur capacité relationnelle. Vous avez une décentralisation verticale et horizontale des responsabilités. On est tous responsables, d'accord? On est obligé de travailler ensemble, de collaborer ensemble. Donc, c'est une structure qui impose la participation à tous les acteurs. Et en même temps, pour éviter le problème de, comment dire, de subordination multiple, il faut réglementer les chevauchements des compétences. Alors ici, ce point-là, c'est un chevauchement, c'est-à-dire les personnes qui se trouvent ici, il faut préciser d'une manière très claire, d'accord, leur position. Est-ce qu'ils suivent la direction commerciale ou le chef de projet? Ils ne peuvent pas avoir deux responsables en même temps. Sinon, on va se retrouver encore avec le problème de subordination multiple. Voilà les règles qu'il faut mettre en place ou les principes pour réussir une structure matricielle, mais d'après mon expérience, c'est la meilleure structure. D'accord? C'est elle qui présente plus d'avantages par rapport aux autres structures.
En même temps, c'est une structure qui favorise la participation. Vous pouvez la trouver, vous pouvez chercher sur Internet. Par exemple, la structure de Microsoft ou la structure de Google, etc. Ils optent généralement. La plupart des entreprises qui travaillent dans des environnements peu stables, d'accord, très dynamiques, optent pour ce type de structure. Je pense, à mon avis, je n'ai pas vu encore de structure matricielle au Maroc parce que ceci représente un état d'esprit de management qui est participatif. Alors, les avantages. Alors, la compétence prime sur la hiérarchie. Les problèmes sont traités par des services et des spécialistes concernés. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes le directeur de production, on va toujours vous donner le responsable du projet, non. C'est-à-dire, lorsqu'on lance un nouveau projet, on cherche quel est le plus compétent de l'organisation pour mener ce projet. Si on ne le trouve pas, on peut sous-traiter ça à une entreprise externe. Donc, c'est la compétence qui prime. La direction générale, comme vous avez vu sur le schéma, il est déchargé, il est à la marge. Donc, il est déchargé. Il s'occupe seulement, il a plus de temps et plus de liberté pour se concentrer sur les enjeux stratégiques. Ensuite, la responsabilisation est plus grande des chefs de division et de fonction par rapport au rendement. On est tous responsables du rendement. Et la coopération entre les fonctions et divisions pour traiter les situations complexes. Toujours lorsqu'on travaille ensemble, lorsqu'on a des situations complexes, on est obligé de coopérer et de travailler ensemble parce qu'on est tous responsables de la réussite du projet. Des voies de communication plus rapides, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de barrière entre les services. Une résolution efficace des problèmes à l'échelon des équipes. On travaille en équipe, c'est-à-dire les directeurs fonctionnels avec le responsable de division se réunissent souvent. D'accord, ils travaillent ensemble, travaillent en groupe pour résoudre les problèmes. Donc, ils développent automatiquement une vision globale et disposent d'informations pertinentes à tous les niveaux, commercial, production, financier, etc., technique. Ils ont donc des informations pertinentes à force de travailler ensemble. Donc, la commodité d'incorporer des projets, comme vous voyez ici. Je peux incorporer le projet D, ça ne va pas déséquilibrer la structure. Comme je peux enlever le projet A s'il est achevé. Et automatiquement, ça va générer une flexibilité, d'accord, de la structure. Donc, c'est une structure qui est flexible. Donc, vous pouvez apporter souvent des changements sans déséquilibrer toute la structure. Donc, c'est la structure qui offre plus d'avantages par rapport aux autres formes de structure. Les limites. Je n'ai pas cité d'inconvénients, mais j'ai exprès parlé de limites parce qu'il présente plus d'avantages que d'inconvénients. Mais il a des limites. Les limites, c'est le risque de conflit du croisement des deux structures. Si le chevauchement n'est pas réglementé, ça va automatiquement créer des conflits entre les divisionnels, les directeurs de division et les responsables fonctionnels. Il y a ce danger de compromis peu satisfaisant, sans que faire des arrangements peu satisfaisants parce qu'on travaille en groupe. D'accord. Et enfin, l'insécurité des cadres face à la subordination multiple lorsque la même chose, les chevauchements ne sont pas réglementés. Donc voilà. Des questions avant de conclure? Monsieur, on peut citer la décentralisation comme un avantage? Comme un avantage? Non. La décentralisation, elle est explicite dans la structure divisionnelle. Ici, plutôt, c'est la participation. C'est une structure qui favorise la participation. Oui, je vous écoute. Monsieur, هنا بحال عندنا la décentralisation au
horizontale. Verticale et horizontale, oui, vous avez raison. Verticale et horizontale. La décentralisation à deux niveaux. Alors, tandis que la structure divisionnelle, il y a seulement une décentralisation verticale. Il n'y a pas de décentralisation horizontale dans la structure divisionnelle. Tandis que c'est-à-dire que la délégation ou la décentralisation se fait ici à deux niveaux. Niveau vertical et horizontal. Alors que dans le staff and line, la délégation se fait juste au niveau vertical. Non, monsieur, la structure matricielle. واش نقدروا نعتبروا la décentralisation comme un avantage. Vous avez compris ce que je viens de dire? Je dis qu'il y a deux modes de décentralisation dans la structure matricielle. Je disais qu'il y a une décentralisation verticale, c'est-à-dire une délégation au niveau hiérarchique inférieur, et une décentralisation horizontale, c'est-à-dire il y a une délégation au niveau hiérarchique similaire, ce qui renforce la prise de décision collégiale. Collégiale, c'est-à-dire des décisions plus participatives. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, d'accord. D'accord. Alors, derrière toutes les formes de structure que je viens d'évoquer, se présente une structure informelle. Alors, celle-ci constitue l'ensemble des rapports non officiels qui établissent entre les membres de l'organisation, indépendamment des liens hiérarchiques formels, qui s'établissent entre les membres de l'organisation, indépendamment des liens hiérarchiques formels. Alors, j'explique. Ce qu'on appelle également les réseaux de cette structure implicite ou fantôme. Au sein de chaque entreprise, vous avez une structure parallèle qu'on appelle la structure implicite ou la structure fantôme. Vous ne voyez pas sur l'organigramme. À titre d'exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il y a une entreprise qui travaille dans le domaine de l'équipement de l'industrie de l'automobile, je ne cite pas le nom, mais la plupart des personnes, ils font partie de la même région, du sud du Maroc. Donc, les personnes parlent souci et ils s'entendent très bien. Et lorsque personne n'est pas de la même région, ils trouvent beaucoup de difficultés pour intégrer le groupe. Donc, ils constituent une sorte de lobbying qui favorise les membres de la même région. Et parfois, lorsque vous rentrez, vous trouverez ça aussi dans les ministères. Parfois, il y a des personnes qui sont du même parti politique. D'accord? Il y a des relations plus chaleureuses et plus fortes, et en même temps, ils se rendent des services entre eux. Et en même temps, ils peuvent constituer un lobbying très fort au sein de l'organisation pour influencer la prise de décision. Le jour où vous allez, Inch'Allah, intégrer une entreprise, il faut toujours garder une position neutre parce que vous ne connaissez pas encore cette structure fantôme. C'est-à-dire, il se peut qu'il y ait des liens et des relations qui sont informelles entre les personnes et qui peuvent influencer la prise de décision et même le fonctionnement et même la répartition des tâches, etc. Est-ce clair? Oui, monsieur, c'est clair. Alors, certaines organisations favorisent ce type d'échange informel. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de faire circuler l'information entre les membres. D'accord? Et en même temps, si vous arrivez à détecter les leaders de ces groupes informels, vous pouvez influencer tout le groupe. C'est bon? Alors, pour conclure, un jour, Inch'Allah, je ne sais pas, en 4e année, en 5e année, vous pouvez faire un stage. Et si vous voulez faire un stage dans le domaine de l'audit, vous pouvez proposer à l'entreprise de faire un audit qui va permettre, un audit organisationnel qui va permettre de recenser les symptômes de dysfonctionnement organisationnel au sein de cette entreprise ou organisation. Alors, pour ce faire, un audit, généralement, est accompagné d'un questionnaire. D'accord? Et le responsable de l'audit, il est censé de concevoir ce questionnaire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un audit organisationnel traite
7 dimensions. L'objet de l'organisation, l'exécutant, l'espace, le temps, la manière, la quantité et la finalité. Le quoi, le qui, le où, le quand, le comment, le combien et le pourquoi. Alors, le jour où vous allez, Inch'Allah, rédiger votre questionnaire d'audit, vous pouvez donc revenir, c'est pour ça que je vous recommande vivement de garder cet ouvrage, vous pouvez revenir à cet ouvrage, d'accord, qui va vous aider. Donc, ce tableau va vous inspirer, vous aider à concevoir vos questions. Le plus important, il faut que dans votre questionnaire, il y a 7 dimensions. Votre questionnaire traite 7 dimensions d'audit. La dimension objet, il faut commencer par décrire l'activité ou la tâche ou les opérations élémentaires, toutes les opérations de l'entreprise. Mettre en évidence le qui, les exécutants des opérations, connaître leurs spécifications, leurs qualifications, décrire qui travaille à l'élaboration, par exemple, du budget annuel ou, ou plutôt à la réalisation de tel ou tel programme, l'emplacement de l'emplacement de tel exécutant, des moyens matériels, où s'effectue le travail, le quand, à quel moment de l'année, du mois, de la journée, par exemple, s'effectue le travail, quand s'achève-t-il, etc. Quand seront par exemple, comment obtenir, à quel moment obtenir des informations, le comment s'effectue le travail, quels sont les moyens disponibles, la quantité, quelle quantité fait l'objet d'un échantillon de contrôle, quelle quantité constitue un lot de traitement, etc. Le pourquoi, quel est le but de l'activité, à quelle finalité correspond l'ordre séquentiel des opérations, existe-t-il un lien type entre fournisseur client et entre les collaborateurs? Bref, c'est des questions un jour qui vont vous inspirer pour rédiger votre questionnaire d'audit et faire un très bon audit qui va permettre à l'entreprise de recenser tous les symptômes de dysfonctionnement organisationnel ou toutes les anomalies organisationnelles. Et ça génère de l'argent, beaucoup d'argent, si vous faites des audits organisationnels. C'est clair? Est-ce que c'est clair Oui, ce que c'est je viens de clair. dire? Oui, monsieur. Oui. Donc, le tableau, c'est juste, Oui, mais c'est pour vous inspirer, vous montrer comment, quelle dimension d'abord à traiter au niveau de l'audit, si vous voulez faire un audit organisationnel. En même temps, ça va vous aider à concevoir un questionnaire. Et d'ailleurs, lorsque je donne ce cours aux cadres qui travaillent dans l'entreprise, je leur demande un travail, c'est-à-dire un travail à me rendre, c'est-à-dire de concevoir un questionnaire qui va permettre de recenser les anomalies et les dysfonctionnements organisationnels de l'entreprise, de leur entreprise. Vous ne pouvez pas le faire maintenant parce que vous ne travaillez pas dans l'entreprise. Le jour où, Inch'Allah, vous allez travailler dans l'entreprise, il sera facile pour vous d'établir ce type de questionnaire d'audit. D'ailleurs, vous pouvez l'adapter à n'importe quel domaine d'activité. Alors, j'ai terminé, d'accord? Maintenant, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va entamer le processus de contrôle. Mais avant d'entamer ce processus de contrôle, donc il nous reste la troisième phase du processus de gestion, à savoir la direction, dont le rôle principal est l'activation des hommes. Donc, ce chapitre, on ne va pas le traiter en détail, mais je vais vous parler d'une manière succincte de son contenu. Donc, le rôle principal de la direction est la motivation des hommes qui travaillent. Alors, je rappelle. Donc, vous avez la planification qui établit les objectifs, l'organisation qui divise, qui répartit les tâches et met en place les mécanismes de coordination. On vient de voir ça. La direction, il a pour rôle de motiver le personnel pour qu'il adhère aux objectifs établis lors de la phase de la planification. Et enfin, vient le contrôle qui a pour objectif de contrôler, de comparer les résultats avec les réalisations et de mettre en place des actions correctives concernant les écarts recensés dépassant la marge de tolérance. Voilà, c'est ça un petit peu le processus de management, les 4 processus de management. Maintenant, la direction. C'est vrai que la direction, il a pour rôle d'activer les hommes pour qu'ils adhèrent aux objectifs. Alors pour ce faire, on est obligé de motiver le personnel. Et la motivation a fait couler beaucoup d'encre par les personnes spécialistes dans la psychologie du travail.
Donc, ce n'est pas une tâche facile, c'est la tâche la plus difficile en management. Donc, ceux qui vont se spécialiser dans les ressources humaines, je vais aborder ce chapitre en 3e, 4e année, Inch'Allah, d'une manière très développée dans le cadre des techniques d'animation d'équipe. Alors, mais d'ici là, je peux un petit peu vous, comme je viens de le dire, vous faire une petite présentation succincte, trop succincte même, du contenu de ce chapitre. D'abord, les théories de motivation. Donc, on a des objectifs, on a des gens qui travaillent avec nous. Le problème pour un directeur, c'est comment faire pour que ces hommes, ou là plutôt ce personnel, adhère à ses objectifs. Comment le motiver? Donc, pour le motiver, il faut connaître ses besoins. Il faut connaître les besoins de ce personnel. En même temps, il faut mettre en place un système de management motivant, c'est-à-dire équitable. D'accord? En même temps, bien sûr, il faut connaître ou plutôt assouvir tous les types de besoins qui permettent du personnel, qui permettent à ce dernier de s'accomplir au sein de son entreprise. Et afin de créer, pour ce faire, il faut créer donc une dynamique au sein de l'entreprise. Alors, il y a deux théories qui traitent le problème de motivation. Il y a les théories dites de contenu. Vous connaissez déjà la théorie, la pyramide de Maslow qui hiérarchise, ou plutôt qui étudie ce phénomène de besoin. Et Maslow, c'est le premier à hiérarchiser les besoins et les besoins donc du personnel au sein du travail. Et il dit qu'un besoin n'est pas absolu. Une fois un besoin est satisfait, il ne constitue plus source de motivation. Donc, il ne pouvait pas motiver quelqu'un avec un besoin déjà satisfait. On a vu également les facteurs intrinsèques et extrinsèques de Herzberg. Donc, vous avez ce tableau qui vous rappelle ça. Donc les facteurs intrinsèques correspondent aux facteurs de motivation d'Herzberg. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la promotion, progression et accomplissement. On a déjà vu ça auparavant. Les facteurs de motivation, ce qu'on appelle les facteurs intrinsèques, correspondent aux facteurs plutôt aux besoins supérieurs de Maslow, à savoir l'estime et l'autoréalisation, ou ce qu'on appelle l'accomplissement. Les facteurs d'hygiène ou les facteurs extrinsèques correspondent aux facteurs matériels de l'entreprise, que l'entreprise assure à son personnel, sont des facteurs d'hygiène pour éviter d'avoir un personnel mécontent. Et correspondent aux besoins sociaux, les besoins de sécurité et les besoins physiologiques, c'est-à-dire les besoins inférieurs. Et vous avez quelqu'un d'autre qui s'appelle McClellan. Il a traité le phénomène comment dire, de motivation en classant les besoins en 3 catégories: les besoins d'appartenance, les besoins de pouvoir et les besoins d'accomplissement. Donc, vous avez l'ouvrage si vous voulez lire davantage pour avoir une idée plus claire. Et également, il y a ce qu'on appelle les théories dites de processus, qui ne s'intéressent pas aux besoins, mais s'intéressent aux processus mis en place pour générer une satisfaction et une motivation du personnel. Donc, vous avez d'abord la théorie d'équité d'Adams qui traite le phénomène d'équité au sein des entreprises. Alors, pour ce faire, Adams propose, ou plutôt élucide la théorie d'équité avec la formule suivante. Vous avez les extrants et les intrants de soi-même et les extrants et les intrants des autres adhérents. Chacun de nous au sein de l'entreprise, il compare toujours ses extrants, c'est-à-dire ce qu'il reçoit de l'entreprise comme salaire, comme promotion, comme avantage, avec les intrants, ce qu'il donne, lui, comme temps, comme effort, comme formation, comme loyauté, comme compétence, il compare ça avec les extrants et les intrants des autres. S'il voit qu'il donne plus de temps, il est plus compétent, c'est-à-dire au niveau des intrants, et ce qu'il reçoit de l'entreprise, un salaire inférieur à quelqu'un qui a moins de compétences, ça va automatiquement générer un sentiment d'iniquité et automatiquement, ça va générer une démotivation. Donc, ici, l'auteur propose, bien sûr, propose comment traiter ce type ou plutôt éviter ce sentiment d'iniquité qui va
il génère une démotivation. En même temps, il nous montre quelles sont les réactions éventuelles que peut adopter une personne qui a ressenti un sentiment d'iniquité. Alors, la théorie des objectifs de Luke, Luke, il dit que normalement, pour motiver le personnel, il faut l'aider et l'assister pour qu'il adhère à des objectifs de l'entreprise. En même temps, il faut que ce dernier établisse des objectifs propres à lui, aussi bien des objectifs professionnels que personnels. Et les deux, il faut qu'ils convergent. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Par exemple, quelqu'un qui vit avec des objectifs, bien sûr, il va avoir plus de rendement, il sera plus motivé. Mais une personne qui n'a pas d'objectif, même dans la vie, il ne sera pas aussi motivé qu'une personne qui vit avec des objectifs. C'est ça un petit peu l'idée, mais transposée dans le domaine du travail. Enfin, vous avez la théorie X et Y de McGregor. Qu'est-ce qu'il dit McGregor? Que la motivation dépend du comportement du dirigeant à l'égard de son personnel. Le dirigeant, il peut développer des présomptions négatives à l'égard de son personnel, c'est-à-dire il va dire que voilà, il va percevoir son personnel comme il n'a pas un goût, ou là plutôt il a un dégoût naturel pour le travail, il cherche à l'éviter, donc le personnel doit être contraint et supervisé pour fournir des efforts. Donc, il va dire que le personnel, il fuit la responsabilité, il n'a pas un sens de responsabilité, il préfère toujours être dirigé. Alors, si le directeur ou le manager développe ce type de présomption, il va automatiquement opter pour un management autoritaire basé sur le bâton et la carotte, la sanction et la récompense. Et ce type de management va conduire à une passivité au travail. Le personnel sera passif, il ne va pas prendre d'initiative, il ne va pas s'impliquer, il ne sera pas motivé. Donc, il y aurait une peur de responsabilité, pas d'initiative. Et ce comportement du personnel va confirmer les présomptions qu'a développées le manager au départ. Donc, le manager est victime de ses propres présomptions. Et il est très difficile de sortir de ce cycle régressif. Il est très difficile, que ce soit de la part du personnel qui devient passif ou de la part du dirigeant qui développe des présomptions négatives à l'égard de son personnel. Ensuite, la théorie Y, c'est le contraire de la théorie X. Le manager va dire, voilà, j'ai un personnel qui dispose d'un potentiel de créativité, d'imagination, qui aime l'effort physique et intellectuel, qui est capable de se diriger, de s'autocontrôler et qui a un sens de responsabilité. Donc, à ce moment-là, le manager va devenir, avec ses présomptions, un gestionnaire motivateur. Donc, il va développer un management plus participatif, il va donner plus de liberté d'action, favoriser le contrôle de soi, ça va conduire à une application au travail du personnel et une implication de ce dernier au travail, et ça va conduire à plus d'initiatives et ça va développer un sens de responsabilité chez le personnel, et ça va confirmer l'idée qu'avait le manager au départ. Donc, on est là devant deux cycles totalement, d'accord, contraires et différents. Alors, votre comportement, le comportement de manager peut générer soit une motivation ou une démotivation. À ce titre, notre prophète sallam, il y a 14 siècles, il a parlé de ça avant McGregor à travers le hadith qui dit « Sharru ri'a il hatama », c'est-à-dire les mauvais managers sont ceux qui méprisent les gens. « Sharru ri'a il hatama ». Vous pouvez le noter, « Sharru ri'a il hatama ». Al-Hatama, ceux qui méprisent, c'est-à-dire ceux qui développent des présomptions négatives à l'égard de leur personnel. Automatiquement, ça va générer un comportement négatif, une passivité, et on peut pas, c'est très difficile de sortir de cette spirale. Alors, pour conclure, la plupart des auteurs dans le domaine de management de la motivation mettent en relief l'importance de la participation pour motiver le personnel. Pour motiver le personnel, ils disent que normalement, il faut le faire participer à la prise de décision, à l'élaboration des objectifs. Et cette participation
aide à faire adhérer le personnel aux objectifs et ça crée une motivation. Alors, la nécessité du management participatif, c'est-à-dire si vous voulez instaurer un management participatif qui consiste à réveiller l'intelligence de l'organisation. D'ailleurs, ceci a été noté par Michel Albert qui dit que les nations et les entreprises qui gagneront seront celles qui sauront, donc c'est un savoir, mobiliser les potentialités et l'intelligence de tous autour de leurs objectifs respectifs. Donc, il faut mobiliser tout le monde, faire participer tout le monde. C'est un défi à relever même par les nations et non pas seulement par les entreprises. Alors, pour ce faire, pour réussir un management participatif, il y a 3 conditions. La première condition, c'est un engagement inconditionnel des dirigeants, pas seulement par leurs propos. Il faut qu'ils s'engagent réellement, il faut qu'ils acceptent réellement, d'accord, de mettre en place un management participatif. Il faut qu'ils délèguent réellement une partie de leur pouvoir. Il faut qu'ils aient le courage de faire participer et de partager leur pouvoir avec leurs subordonnés. Transversale, comme la structure matricielle, c'est impossible de réussir un management participatif avec une structure pyramidale ou une structure hiérarchico-fonctionnelle ou une structure parmi les structures qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire les structures hiérarchiques. Par contre, la structure matricielle favorise le management participatif. En même temps, il faut une adhésion des membres aux objectifs. Si les membres de l'organisation n'adhèrent pas à vos objectifs, c'est très difficile, d'accord, d'instaurer ce type de management participatif. Bref, voilà en résumé le contenu de ce chapitre qui traite de la direction ou l'activation des hommes. Alors, je vous remercie de votre patience, d'accord, et de votre participation. Et Inch'Allah, à la prochaine. En attendant, avant de conclure, ou plutôt de terminer, est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Vous avez des questions? Non, monsieur, c'est bon. C'est Non, clair, monsieur. tout est clair. J'étais un petit peu trop rapide, non? Non, monsieur, c'est clair. C'est clair. Oui, Alors pour les monsieur. personnes qui... Voilà, c'est bien. Mademoiselle a dit, Sarah, il a dit que j'étais très rapide. Voilà, en tout cas, vous pouvez donc, en tout cas, voir ces cours dont je les ai mis sur ma chaîne, sur YouTube. Mais c'est une chaîne que j'ai fait que pour vous, c'est pas pour tout le monde. Donc, vous pouvez récupérer ces cours ou les voir directement donc, sur la chaîne YouTube. C'est bon? Monsieur, Oui, ça va se faire au cours de cette semaine. monsieur, vous pouvez Monsieur, est-ce que vous pouvez Non, les partager dernières les séances, ils sont dernières déjà là. séances sur Ils sont déjà sur la chaîne, je page pense. YouTube? D'accord. Non, monsieur, il n'y a pas de séance. Il n'y a Les pas de derniers- séance? Bah, je vais Oui. demander à la personne de les mettre. Donc, Merci. La chaîne, je vous en prie. Allez, bon courage. seulement 4. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je vous en prie. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Monsieur, Au revoir. ça, quelqu'un vous dit que s'il vous pouvez le envoyer l'ouvrage en PDF ou en Word.